Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. C'est un projet de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement, 350 000 emplois d'ici à 2030. La Côte d'Ivoire signe un accord avec le groupe Airrise, construction de 3 zones économiques industrielles dans la ville d'Abidjan, San Pedro et Ferké. Ces pôles économiques vont capter une plus grande part de la valeur ajoutée des filières agricoles. Présidentielle d'octobre 2020, le processus se poursuit. C'est la période de dépôt des candidatures. L'Union européenne apporte sa contribution avec le programme des Nations Unies. Ils vont soutenir les différentes étapes. Les deux organismes veulent aider la Commission électorale indépendante à organiser une élection crédible et apaisée. Ouverture demain des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La rencontre se tient à Abidjan en mode virtuel en raison de la crise sanitaire. Elle va aboutir aussi à l'élection du nouveau président de l'institution financière. La BAD place le rendez-vous d'Abidjan sous le thème « Mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de Covid-19 ». Et puis, il n'y a plus de poliovirus sauvage dans la région Afrique. Annonce faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. La zone est désormais certifiée exempte de la maladie. Un combat de 24 ans. Pour les acteurs de la lutte, les efforts de vaccination doivent se poursuivre. Développer une base industrielle afin d'augmenter le taux de transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que vise la création des 3 zones économiques industrielles dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Ferké. 1 000 milliards de francs CFA d'investissement. La convention signée aujourd'hui est la primature entre le gouvernement et le groupe Airrise. Cheikh Koné. Pour sa première grande réunion technique depuis sa prise de fonction, en qualité de chef du gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient de réaliser un coup historique d'une grande portée économique. La signature de cette convention portant sur la création de 3 zones économiques industrielles dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Ferké-Sédougou va donner un coup d'accélérateur à la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Chaque zone économique industrielle pour nous représente un pôle économique régional de développement qui sera conçu de manière unique comme un cluster pour garantir à chaque entreprise transformatrice qui devrait s'installer dans ces zones d'être compétitive au niveau international. Ce projet, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Airrise, porte sur plus de 1 000 milliards de francs CFA, soit 1/8 du budget national. Il s'agira à travers ces pôles économiques de remonter la chaîne de valeur des filières agro-industrielles et capter une plus grande part de la valeur ajoutée, avec à terme la création de milliers d'emplois. Il est temps que nous puissions changer de modèle économique, que nous puissions justement transformer nos économies, ne plus exporter que des matières premières, que nous ayons la possibilité de les transformer, au moins la première et la deuxième transformation, au moins pour un certain pourcentage de notre production. C'est pourquoi je voudrais tous vous féliciter au nom du président de la République, vous, nos partenaires privés et tous les membres du gouvernement qui travaillent avec vous depuis quelques mois pour l'aboutissement de ce projet. Je compte sur les uns et les autres pour tout mettre en œuvre, pour qu'il n'y ait aucun retard, qu'il n'y ait aucune contrainte sur la mise en œuvre rapide de ce projet, dont l'impact va être très puissant pour nos populations. On aura des retombées pour l'emploi des jeunes, qui est un des défis majeurs du président. C'est 350 000 emplois créés en 10 ans, jusqu'en 2030. Selon les projections, à l'horizon 2025, plus de 100 000 emplois sont attendus dans le cadre de ce projet, avec à la clé une augmentation de 2 500 milliards de francs CFA sur la richesse nationale actuelle du pays, estimée à 27 000 milliards de francs CFA. On reste dans le domaine économique. On se rend à Yamoussoukro au Sénat. La Côte d'Ivoire se met aux normes internationales. L'exonération de l'impôt dans le secteur des mines ne sera plus appliquée dans le pays. Les sénateurs ont ratifié les 2 projets de loi modifiant le code minier. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire met fin à l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt minimum forfaitaire dans le secteur minier. Le pays s'accommode ainsi aux réalités à l'échelle mondiale. C'est tout le sens du projet de loi présenté par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières qui l'ont ratifié à l'unanimité. Il est apparu nécessaire au gouvernement de reconsidérer cette mesure fiscale
en raison de la dynamique positive insufflée au secteur minier ivoirien, ainsi que de la conjoncture internationale marquée par une hausse significative du cours de l'or, dont le gramme est passé de 4 000 francs en 2004 à 24 000 en 2016 et à 34 000 aujourd'hui. Au plan international, la tendance est allée à partir de 2016 à la suppression de l'exonération du BIC au profit des entreprises du secteur minier. Le sol ivoirien propice à l'agriculture a permis au pays d'asseoir les fondamentaux de son développement futur. Aujourd'hui, le sous-sol doit permettre d'atteindre ce développement tant caressé. Les résultats de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire pour l'année 2019 sont révélateurs. Le secteur minier, aujourd'hui, au niveau de l'or, c'est 32 tonnes 5 au lieu de 24 tonnes 5 en 2018. Le chiffre d'affaires des sociétés minières, 761,995 milliards de francs CFA en 2019 contre 582 milliards en 2018. Le prochain émissaire du président de la République devant le Sénat sera Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Deux projets de loi relatifs à l'exportation illicite des produits agricoles et les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao seront dans son parapheur. On va à présent parler de la présidentielle d'octobre. Le processus est en cours. La CEI se dote d'une machine à compter les fiches de parrainage. Elle a une vitesse de 1000 fiches à la minute. C'est la tâche des agents qui est ainsi facilitée, nous rapporte Sidonie Davila. La Commission électorale indépendante, CEI, vient d'acquérir une nouvelle machine, la machine à compter. Dans le cadre du parrainage qui figure parmi les pièces requises du dossier de candidature pour la présidentielle du 31 octobre prochain, cet instrument va servir à compter toutes les fiches de parrainage déposées par les candidats à la candidature. D'une vitesse de comptage de 1000 fiches à la minute, elle va ainsi faciliter le comptage. C'est donc un dispositif complet et performant qui permet d'aller vite afin de transférer les dossiers de candidature dans les délais au Conseil constitutionnel. Selon Émile Brotier, porte-parole de la Commission électorale indépendante pour le comptage des fiches de parrainage, la CEI procède d'abord par compilation manuelle à travers ce comptage mécanique avant le comptage numérique. Précisons que cette machine à compter les fiches de parrainage n'a rien à voir avec le comptage des voix des électeurs. Et pour cette présidentielle, justement, la CEI a le soutien de ses partenaires. L'Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement apportent leur contribution. Ils ont signé aujourd'hui une convention d'appui aux élections. L'objectif est d'accompagner la Commission électorale indépendante vers l'organisation d'un scrutin crédible et paisible. Salima Toudia. C'est une signature qui officialise la contribution de l'Union européenne à hauteur de 656 millions de francs CFA au projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire mis en œuvre par le PNUD. Un soutien au processus électoral pour un climat apaisé. Nous ne soutenons pas un candidat, nous soutenons un processus, car nous, Union européenne, nous croyons profondément que l'élection est le meilleur moyen de désigner les gouvernants et qu'il est dans l'intérêt de tous, opposition comme majorité, que ce processus se passe bien et que les Ivoiriens aient confiance dans le résultat qui sera proclamé début novembre. C'est pour cela que l'une des actions que l'Union européenne a souhaité soutenir à travers ce partenariat avec le PNUD vise à permettre, sur un plan technique, la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, afin que chaque citoyen puisse vérifier que le résultat du dépouillement dans son propre bureau est bien celui qui a été pris en compte. Cette contribution de l'Union européenne a permis d'amorcer d'importantes actions. Cette contribution de l'Union européenne sera essentiellement affectée à la réalisation des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations, particulièrement les jeunes et les femmes, mais également sur les opérations électorales et la participation au processus électoral, à l'opérationnalisation du Centre d'information et des médias, au renforcement des capacités des agents électoraux, comme vous l'avez dit, dans la gestion des opérations électorales,
et à la vulgarisation des procédures du contentieux électoral et la gestion des requêtes. La Commission électorale indépendante, bénéficiaire principale, a salué le soutien de l'Union européenne et s'engage pour l'organisation d'élections crédibles. La Commission électorale indépendante est engagée à faire en sorte que les élections se passent dans la transparence, que les élections soient paisibles, que les résultats qui vont sortir soient les résultats qui sortent des urnes. Le PNUD a rappelé le soutien de la communauté internationale en toute impartialité au processus électoral en Côte d'Ivoire. Un autre processus en Côte d'Ivoire, la déclaration du patrimoine est relancée. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance constate une baisse depuis quelques temps. Les présidents d'institutions sollicitées, ils sont appelés à apporter leur aide dans cette mission de lutte contre la corruption. Des détails avec Sidonie Davila. À ce jour, 5 551 personnes ont déclaré leur patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, soit un taux de 79,15% de déclarations réceptionnées selon le président de l'institution. Ngolo Koulibaly mise sur la sensibilisation pour faire déclarer tous les assujettis. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a décidé de renforcer les actions de sensibilisation par une vaste campagne de sensibilisation des présidents des institutions, des membres du gouvernement et de l'ensemble des assujettis à la déclaration de patrimoine. Il s'agit pour les présidents des institutions de la République d'adhérer et de contribuer activement à sensibiliser les assujettis. D'où cette rencontre avec les présidents d'institutions ou leurs représentants au cours de laquelle le processus et l'importance de la déclaration de patrimoine sont expliqués par le secrétaire général Henri Aka. Considéré comme un appui déterminant pour impulser les données de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les présidents d'institutions sont disposés à apporter leur aide. Nous sommes déclarés disponibles à mener des actions pour que ces déclarations se fassent, notamment en ce qui concerne les retards qui pourraient être constatés tant au niveau des institutions que des membres du gouvernement. Nous avons pour mission la transparence dans la vie publique. Donc nous ne pouvons pas être insensibles au thème de cette séance de travail. Nous sommes disposés tout naturellement à appuyer, à aider la Haute Autorité dans cette tâche. En cas de non-déclaration de patrimoine, l'assujetti est passible de sanctions administratives et ou financières. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend appliquer cette disposition prévue par la loi pour emmener tous les concernés à déclarer leurs biens. Et en Côte d'Ivoire, le 25 août marque la journée nationale de la solidarité. La ministre Mariatou Koné pense aux plus vulnérables de la société. Elle fait don à des ONG œuvrant dans la lutte contre la pauvreté. Astou Touré. Solidarité, valeur de partage et fondement d'une nation forte. Voilà le thème 2020 de la célébration de la Journée nationale de la solidarité. Cette journée est l'occasion de célébrer la solidarité en tant que valeur sociale fondamentale et de rappeler l'importance et l'obligation morale d'assister ceux qui sont dans le besoin. ONG Soleil Réconciliation et de femmes démunies s'occupe des femmes vulnérables, veuves, les enfants abandonnés par les parents. Par exemple, quand le père décède, c'est la mère qui se retrouve seule. Elle est sans ressources, elle ne trouve pas à manger. Souvent, la majorité sont dans les campements, dans les hameaux, sont dans les quartiers précaires. L'avenir est au partage. Si on ne partage pas, il n'y a plus un sens réel même de l'existence. Donc, c'est dire qu'on a toujours besoin, effectivement, d'un plus petit que soi. Pour joindre l'acte à la parole, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a offert des vivres et non-vivres à des ONG œuvrant dans la lutte contre la pauvreté. Nous sommes très heureux ce matin de recevoir tous ces dons de la ministre Koné. Et nous allons partager tout ce petit bonheur-là dans les zones rurales parce que notre jeu, c'est beaucoup plus dans les villages, dans les campements, parce qu'il ne faut pas les oublier surtout. C'est la continuité des actions de solidarité initiées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Environ une vingtaine d'organisations d'ONG ont reçu ce jour des vivres et non-vivres
des produits sanitaires, justement, pour soulager les populations. Il s'agit d'ONG qui couvrent plusieurs villes, plusieurs régions. La célébration de l'édition 2020 de la Journée nationale de la solidarité se déroulera dans la commune de Makori, un quartier du district d'Abidjan fortement touché par la pandémie du coronavirus. Elle nous donne l'opportunité de magnifier la solidarité, mais également de continuer la sensibilisation dans la lutte contre ce mal pernicieux. Les assemblées annuelles de la BAD s'ouvrent demain ici à Abidjan. Une rencontre qui se tient en mode virtuel en raison de la crise sanitaire mondiale. L'institution financière veut mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de Covid-19. C'est cette idée qui guide le rendez-vous d'Abidjan dont nous parle Jean-Luc Bambo. L'Afrique a enregistré plus d'1 million de cas confirmés d'infection depuis que la pandémie de Covid-19 a gagné le continent en début mars. Une pandémie qui a durement frappé les économies de la région. Chute des prix des produits de base, mesures de confinement imposées par les gouvernements qui ont entraîné la fermeture des frontières de nombreux pays du continent. Une situation à laquelle la BAD apporte un soutien depuis plusieurs mois. En avril dernier, la banque a mis en place un mécanisme de réponse rapide au Covid-19. Il s'agit d'un fonds doté d'un montant de 5 500 milliards de francs CFA. 1 200 milliards de francs CFA de ce mécanisme ont été approuvés le 20 août dernier pour les pays membres de la banque. Quelques 1 000 milliards de francs CFA supplémentaires ont été décaissés en faveur des pays membres du Fonds africain de développement avec des approbations en cours. En mars dernier, la Banque africaine de développement a également mobilisé un montant record de 1 600 milliards de francs CFA lors de l'introduction de son emprunt obligataire social Combattre la Covid-19 à la Bourse de Londres. Malgré cette période difficile de confinement, la banque est parvenue à franchir quelques étapes clés majeures. Au moment où s'ouvre cette 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs, les agences de notation internationales Fitch et Standard & Poor's ont confirmé la note AAA de l'institution assortie d'une perspective stable. Et le gouvernement ivoirien, la Banque africaine de développement organise les 26 et 27 août 2020 la 55e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 46e assemblée annuelle du Fonds africain de développement. Les assemblées annuelles 2020 initialement prévues pour le 25 et 29 mai 2020 se tiendront donc pour la toute première fois de façon virtuelle du fait de la pandémie de la Covid-19. La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, Mme Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement, présidente du Conseil des gouverneurs, conduira les travaux techniques et les réunions statutaires du Conseil des gouverneurs. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. Il faut freiner la propagation de la pandémie en Côte d'Ivoire. Et voici les chiffres de ce mardi. 56 nouveaux cas sur 793 échantillons, soit 7,1% de cas positifs, 275 guéris et 0 décès. À la date du 25 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 562 cas confirmés, dont 15 908 personnes guéries, 114 décès et 1540 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 122 079. Les contributions s'enchaînent pour aider la Côte d'Ivoire. Dans la lutte contre la pandémie, l'Île-de-France offre 100 000 masques au district d'Abidjan. Un geste pour aider le pays à arriver à bout de la maladie. Issa Tionayo. 100 000, c'est le nombre de masques chirurgicaux offerts par la région de l'Île-de-France au district autonome d'Abidjan, ce dont vise à lutter contre le coronavirus. Je suis d'autant plus heureuse de pouvoir vous remettre ce don car il traduit de la vitalité de cette belle coopération décentralisée que vous avez développée avec le Conseil régional d'Île-de-France. Ce don traduit également de la solidarité de vos partenaires français dans cette période de crise. Et vous le savez, la France est encore et toujours à vos côtés pour faire face à cette menace de la Covid-19. La Côte d'Ivoire multiplie les actions pour vaincre la maladie à Covid-19. Ce dont, selon le ministre-gouverneur, est la bienvenue. Il y a quand même plus de 100 000 masques que nous allons mettre prioritairement à la disposition
des collectivités les plus fragiles, les villages et certaines communes d'Abidjan, avec le concours de nos médecins, de sorte à ce que nous renforcions l'action du gouvernement en matière de sensibilisation. Robert Begremambé met à profit cette cérémonie pour évoquer les fruits de la coopération entre les deux parties. Au-delà des masques, il faut dire que la coopération avec l'Île-de-France s'articule autour des emplois jeunes, les start-up. La région Île-de-France nous soutient dans cet objectif-là. Au-delà, il y a les jeunes artistes qui veulent réaliser leurs premières œuvres, qui seront reçus dans la région Île-de-France, de sorte à ce que la Lucan qu'est le monde, la Lucan qu'est Paris, leur offre la possibilité de se faire connaître dans le monde. Le district d'Abidjan et l'Île-de-France conviennent de renforcer la coopération tant au niveau sanitaire que dans plusieurs autres domaines au service des deux pays. Avec Konaté Moussa, on parle d'apaisement et de cohésion sociale. Le challenge africain pour le renouveau des politiques économiques apporte sa contribution. Le président de la CARPED a initié une conférence de presse. L'organisation dénonce les violences de ces derniers jours. Suite aux récentes manifestations, le CARPED, le challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement, appelle les populations à l'apaisement. Face à la montée des violences de ces derniers jours dans certaines localités du pays, qui malheureusement a fait encore des morts, des blessés et des dégâts matériels. Le CARPED lance avant tout un appel au calme, à l'apaisement et à la cohésion sociale, surtout à la retenue de part et d'autre, car des voies de recours existent pour exprimer vos positions, notamment la décision du juge constitutionnel et même en dernier ressort le verdict des urnes, parce que le dernier mot revient toujours au peuple dans l'isoloir. En plus de cet appel au calme, le CARPED affiche son soutien au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Au regard des acquis économiques, sociaux et surtout du leadership du président Alassane Ouattara, nous, au niveau du CARPED, soutenons sans embâche sa candidature. Dans le contexte géopolitique et géostratégique actuel, le président Alassane Ouattara est une chance inestimable et même indéniable pour la Côte d'Ivoire. Le CARPED, organisation créée en 2004, a pour mission la promotion des actions de cohésion sociale. Elle prévoit une tournée nationale de sensibilisation pour des élections apaisées. Le président de la République attendu dans le Moronou. Alassane Ouattara sera dans la région en visite d'État à partir du 9 septembre. Sur place, le séjour se prépare. L'inspecteur d'État, Awan Doli, mobilise les populations. Il a rencontré les enseignants de la localité. Alexis Ouedraogo. Je voulais que vous soyez le cheval de bataille de la mobilisation. Le Moronou veut accueillir le chef de l'État Alassane Ouattara dans ses plus beaux habits. Et sur le terrain, l'on s'organise. Ce dimanche, l'inspecteur général d'État Théophile Awan Doli a engagé les enseignants à la mobilisation. Un message bien entendu. Nous savons que quand le président se déplace, il se déplace avec le développement, les infrastructures de base, les routes, l'eau, la santé, l'éducation. Et donc, nous aussi, nous souhaitons bénéficier de toutes ces infrastructures-là. Par conséquent, nous serons prêts pour l'accueillir et faire en sorte que le Moronou puisse bénéficier du développement. Nous sommes très heureux de l'accueillir chez nous. Et le pain que voici sur moi s'arrache comme des petits pains. Nous sommes fin prêts pour l'accueillir. C'est une très belle mission que le coordinateur régional nous a confiée et nous ferons l'effort de faire le travail. Pour le fils de la région, cette visite est un rendez-vous avec le développement que toute la population doit saisir. Le chef de l'État est attendu du 9 au 12 septembre prochain dans la région. On reste avec Alexis Ouedraogo pour évoquer cette rencontre au RHDP. La direction exécutive adjointe chargée des élections échange avec les élus, les coordonnateurs régionaux et associés à Abidjan un atelier de formation des représentants et suppléants du candidat dans les bureaux de vote le 31 octobre. Anticipation, gestion rigoureuse, voilà la démarche de la direction exécutive adjointe chargée des élections du RHDP. Ce mardi à Abidjan, elle a reçu les élus, coordonnateurs régionaux, coordonnateurs associés du parti pour un atelier de formation. Pour obtenir le 1 coup KO, il fallait décliner cet objectif en taux fixés pour chaque région. Et ces taux qui ont été fixés pour chaque région
vont être déclinés par département. Et on a rappelé aux coordonnateurs régionaux que nous allons nous donner les moyens d'évaluer tout cela pendant les 8 semaines que nous avons à gérer jusqu'au 31 octobre. Une initiative que saluent les participants. La direction exécutive adjointe a eu le nœud creux de réunir les élus du parti que nous sommes, les coordonnateurs régionaux et surtout associés, afin d'impulser le dynamisme organisationnel en notre sein pour garantir cette victoire tant attendue. Aujourd'hui, nous sommes ici pour venir nous préparer à comment donc conquérir le maximum d'électeurs le jour du vote. Il nous faut maîtriser le processus électoral, il nous faut maîtriser toutes les étapes d'une élection jusqu'à ce que les résultats soient prononcés par la CEI et ensuite validés par les institutions de la République. Il nous faut veiller jour et jour, minute après minute, à la bonne expression de la volonté de nos électeurs qui visiblement choisiront notre candidat qui est le candidat du RHDP. Nous sommes là pour recevoir des institutions. Nous sommes là pour recevoir aussi des informations pour nous aider à mieux préparer l'après-campagne et plus tard la campagne. La rencontre a été l'occasion pour le directeur exécutif de saluer l'engagement des instances du parti lors de la convention. Il s'agit d'aller vers les Ivoiriens, les écouter et organiser donc notre stratégie qui puisse faire adhérer la majorité des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, juste au lendemain du dépôt de dossier, nous nous sommes retrouvés. Vous avez vu l'engagement qu'il y a, traduisant la détermination et l'engagement. Mais surtout, aujourd'hui, c'était un travail technique, stratégique, qui doit permettre, dans une semaine, de mettre en avant le rouleau compresseur RHDP. Et pour célébrer la fraternité, un déjeuner a mis fin aux travaux. Cette conférence de presse de Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, face aux journalistes, se prononce sur l'actualité de ces derniers jours. Il appelle la classe politique à la responsabilité. Abou Sanogo. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien face à la presse. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire au centre des échanges. Pascal Affi-N'Guessan a condamné les messages de haine lancés sur les réseaux sociaux. Je voudrais exhorter nos parents, nos populations du nord au sud à ne pas succomber à la tentation et aux appels à des affrontements intercommunautaires. Certaines personnes parlent et veulent se présenter comme étant les porte-parole de groupes ethniques, de populations au niveau régional. Ces personnes qui attisent le feu ne sont heureusement pas les porte-parole des communautés et des partis politiques dont elles se réclament. Et ces propos qui sont parfois d'une extrême gravité méritent de subir la rigueur des lois pénales. Le président du Front populaire ivoirien appelle donc l'opposition ivoirienne à une unité d'action et indique que son parti n'est pas favorable à un boycott des élections. Je lance donc ici et maintenant un appel solennel au rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'opposition. Mettons de côté toutes nos querelles intestines. Elles sont mineures et secondaires par rapport à l'intérêt général. Que nous puissions trouver des solutions pacifiques à tous les problèmes, quelle que soit l'acuité de ce problème-là, que nous fassions confiance aux réponses non violentes. Le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan va déposer son dossier de candidature en vue de l'élection présidentielle le jeudi 27 août prochain. Il annonce aussi sa candidature. Konan Kwadwo-Siméon se lance dans la course pour la présidentielle d'octobre. Après 2010-2015, KKS se présente comme le neutre réconciliateur. Un message qu'il entend porter auprès des électeurs. Moussa Konaté. Il était candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Konan Kwadwo-Siméon annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je suis candidat pour une transition démocratique, consensuelle et inclusive, avec pour mission de mettre en place un gouvernement d'unité nationale, d'organiser la réconciliation nationale, de restaurer l'état de droit et la démocratie, restaurer les valeurs morales et spirituelles, organiser les états généraux de tous les secteurs vitaux tels l'école, l'emploi, l'éducation, la santé, la jeunesse et relancer
le développement du pays en travaillant à l'épanouissement et du bien-être social du peuple. Kona Kwadwo Siméon place sa candidature sous le signe du pardon et de la réconciliation de tous les fils du pays. La région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé est désormais certifiée exemple de poliovirus sauvage. Le dernier cas a été enregistré au Nigeria il y a 4 ans. C'est un nouveau chapitre pour éradiquer la polio pour les acteurs de la lutte. C'est un accomplissement historique en matière de santé publique. Les efforts de vaccination contre la polio dans toute la région africaine doivent se poursuivre. Les vaccinations de routine doivent être renforcées pour maintenir des niveaux d'immunité élevés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Abdoulaye Koné. Écoutons ce soir la voix de Gandhi. Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. Dieu voulant, on se retrouve demain.